Bon, écoutez, je vous propose de commencer. Vous êtes certainement très occupés et très impatients de suivre ce webinaire. Encore merci une nouvelle fois de votre fidélité et d'être présent pour ce nouveau rendez-vous du Français des Affaires. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandra Crindal. Bonjour Alexandra. Bonjour Anne et bonjour à tous. Ravie de vous voir. Merci Alexandra, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'interculturalité au gré des métiers. C'est un bon exercice de diction à faire, vous voyez, deux choses dans le titre. Alors, je vous rappelle les petites règles du jeu. Alexandra va nous faire sa petite présentation. Vous avez le chat à votre droite pour poser toutes vos questions et moi, je me ferai votre relais. Je poserai toutes les questions à la fin de la présentation d'Alexandra. Voilà. Et pour vous rappeler également que cette séance est enregistrée, peut-être que tout le monde n'a pas eu la chance de pouvoir nous rejoindre compte tenu des emplois du temps certainement très chargés. Donc, ces personnes-là pourront revoir ce webinaire en rediffusion. Voilà. Je crois que je vous ai tout dit. Et on va y aller. Alors, Alexandra, raconte-nous un petit peu l'histoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est l'interculturalité au gré des métiers? Dis-nous tout. On voit bien. Alors, avec ton micro, ça marcherait mieux. Voilà, on t'entendrait mieux. Un petit micro. On fait tout. Ça y est. On a bon. C'est ça les aléas du direct. Il n'y a pas de souci. Exactement. Le curseur est placé sur le micro et ça a désactivé. Voilà. Je propose même de te mettre en grand écran, comme ça, ce sera encore plus joli en diaporama. Ouais. Voilà. Vous voyez bien? C'est super, c'est parfait. Bon, magnifique. Donc, partons un petit peu en voyage pour ce nouveau webinaire. Comme vous le disiez, Anne, qu'est-ce que l'interculturalité au gré des métiers? On vous propose de prendre plusieurs domaines que sont les affaires, les relations internationales, l'hôtellerie, tourisme, restauration et la santé. Et puis, on fera aussi un petit détour par le sport, puisque le sport est aussi intéressant en termes de rituels interculturels. L'idée un petit peu d'aujourd'hui, c'est aussi d'évoquer ensemble des pistes. Bien entendu, on sera frustré sûrement à la fin du webinaire, mais si vous-même, vous avez d'autres pistes, vous pouvez aussi rebondir à la fin du webinaire pour peut-être qu'on ait d'autres idées par la suite de webinaire. En tout cas, pour aujourd'hui, vers quoi cela va-t-il nous mener? Alors, des métiers, des cultures. On le sait tous, dans chaque métier, il y a une culture, une façon de faire, une façon de dire, une manière de faire, etc. Mais au-delà de ça, on a bien aussi des cultures à travers le monde, à l'international. Je crois qu'ici, on est une belle mosaïque représentant cette richesse interculturelle. Donc, ça sera vraiment intéressant que vous réagissiez aussi sur peut-être vous, cette interculturalité au fil des métiers que vous auriez déjà observé. En tout cas, on va s'interroger dans un premier temps sur les échanges langagiers, les espaces entre 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes et la mimo-gestuelle aussi qui accompagne ces transactions langagières. Alors, j'utilise volontairement le mot de transaction langagière puisqu'au-delà de l'action, surtout au gré des métiers, on sait qu'on veut toujours viser un objectif particulier dans le domaine professionnel, qui est de convaincre son père ou de pouvoir négocier une affaire à l'international ou de pouvoir aussi faire de la diplomatie au moment de temps de crise, par exemple. Alors, pour commencer, prenons au gré des métiers le diplomate. Alors, le diplomate, il y aurait tant de choses à dire, mais peut-être ce qui nous vient tout de suite à l'esprit, c'est tout l'aspect protocolaire qui accompagne ce métier. Sur la première photo, on voit effectivement cet homme et cette femme. On peut imaginer à la Commission européenne ou plus largement lors d'un congrès international, avec, on voit bien les mains fermées d'un côté et les mains ouvertes de l'autre, donc qui accueillent le discours et qui ouvrent le discours vers l'autre. Et puis ensuite, on a 3 autres photos que j'ai choisies, on va dire un peu au hasard, mais surtout ce qui m'importait, c'était de montrer la façon de donner la poignée de main
hein, qui peut être plus en hauteur, plus on va dire à l'horizontale, en fait, selon qu'on est assis, debout, selon la culture aussi, selon la personne d'où elle vient. Tout ceci est important, voire quand on est trois, voilà, et qu'il s'agit d'une négociation, on peut avoir deux personnes qui se serrent la main et donc on entoure les deux personnes pour montrer l'unité. Donc en tout cas, en relation internationale, les gestes et même le diplomate irait jusqu'à parler de gestuaire, prend toute son importance. En français professionnel, effectivement, on va parler de mimo-gestuel. Alors, maintenant, parlons de l'homme d'affaires. Lui, l'homme d'affaires, ce qui va l'intéresser, c'est de remporter des contrats à l'international. L'enjeu est fort. Il doit négocier tout cela. Et là aussi, on sait très bien que les salutations, en tout cas le déroulement du protocole d'affaires, va avoir un enjeu important. Première photo, une négociation en Asie avec les salutations en Asie, où on baisse le corps. Et puis, juste à droite, vous avez une photo qui, je trouve, est assez étonnante, puisqu'en fait, c'est le premier homme qui vient probablement d'un pays asiatique serre la main, donc s'adresse à son interlocuteur et prend en compte sa culture, tandis que l'autre prend en compte la culture de son autre interlocuteur. Donc, en fait, c'est très intéressant de voir que là aussi, est-ce qu'on utilise un protocole commun ou est-ce que finalement on s'adapte à la culture de l'autre? Là aussi, ce sont vraiment des questions qui se poseront en classe de langue, on le verra tout à l'heure. Mais continuons à observer maintenant. On a également en négociation la façon de négocier, puis la façon d'utiliser encore une fois ses mains. La troisième photo, on voit cet homme qui montre avec son crayon son interlocutrice, ou en tout cas qui veut insister sur un point. Là aussi, ça peut être crispant lors d'une négociation, lors d'affaires, en fait, où on peut pointer, en fait, sans le vouloir, on assoit son discours et en fait, on peut pointer son interlocuteur, ce qui peut crisper, en fait, l'interlocuteur qui est en face et du coup rompre un petit peu la communication lors de cet échange, lors de cette négociation. Et puis, la quatrième photo, ces deux hommes ravis d'avoir négocié. L'un met la main sur l'épaule de l'autre. Là aussi, bon, la négociation a l'air de bien se passer, mais là aussi, on peut avoir dans certaines cultures la distance qui peut avoir un enjeu. Dans certaines cultures, effectivement, il faut respecter une distance entre deux personnes et dans d'autres, il faut être proche. Je crois que vous pourriez… Oui, Anne. Oui, je dis là, dans certaines cultures, ne pas se toucher, effectivement. C'est difficile, oui. C'est pas toujours… Et puis en ce moment, avec le coronavirus, l'épidémie, c'est encore plus difficile. Effectivement, et là, je suis sûre qu'en termes de négociation internationale, il y a sûrement aussi d'autres leviers qui ont été utilisés par les hommes d'affaires, puisqu'effectivement, notamment les salutations, ou en tout cas lorsqu'on doit être rapproché dans la négociation, notamment dans les pays où cet espace entre deux personnes est restreint, effectivement, on a dû sûrement revoir ces protocoles. Ça serait intéressant d'ailleurs de l'observer. Allons un petit peu voir ce qui se passe du côté du marketeur. Alors, là, on était dans l'observation de la mimo-gestuelle, du gestuaire. Là, observons un petit peu le sens du langage. En fait, pour le marketeur, ce qui l'importe, lui, c'est pour le consommateur, c'est d'emporter le consommateur, de le faire rêver et de le convaincre, en fait, d'acheter tel ou tel produit. Donc, les logos, mais aussi les publicités. Là, on a fait le choix de partir de logos. Prenons l'entreprise française Mico, qui s'est beaucoup appuyée sur cette vision, comme d'autres d'ailleurs vendeurs de glace est cité aussi Häagen-Dazs, l'envie de froid, de neige, et puis d'ailleurs. Donc là, on voit bien qu'il y a tout un sens qui est véhiculé d'interculturel, en fait, qui est au sein du logo, au sein du message. Donc le marketeur, déjà, il intègre cette dimension interculturelle au sein de son message, dans ses équipes et dans sa façon de fonctionner. Donc là aussi, je vous ai mis Häagen-Dazs, marque américaine de glace, et qui en fait renvoie à une consonance danoise.
hein. Donc, c'est vraiment très intéressant pour nous, je dirais, de voir que déjà, il y a tout un sens dans le message. Et puis, le dernier qu'on peut évoquer, c'est Ailleurs, la marque Ailleurs, qui là aussi de consonance germanophone, hein, on a l'impression d'entendre de l'allemand. Eh bien, non, pas du tout. C'est une marque chinoise, en fait. Et là aussi, au niveau du marketing, du marketeur, on voit bien qu'il y a tout un travail sur la consonance pour appeler le consommateur à se dire qu'il va consommer quelque chose de robuste. Et puis, dans l'esprit en tout cas de vente en Europe, ça va parler au consommateur peut-être plus qu'une autre marque dont les consonances lui seraient plus lointaines. Continuons un petit peu maintenant, partons dans le domaine de la gastronomie. Donc, au gré des métiers, le chef cuisinier. Là aussi, ce qui est intéressant, donc là, on va voir un peu plus dans l'écrit, c'est interculturel. Les saveurs interculturelles, c'est vraiment l'enjeu aujourd'hui de la gastronomie. De nombreux chefs étoilés, et d'ailleurs non étoilés, souhaitent vraiment métisser leur cuisine. Et on le voit bien aussi là dans les menus. Donc, vous avez 2 menus. L'un, c'est le menu du Meurice, Alain Ducasse, grand chef étoilé. Et on voit bien que dans son menu, bon, vous avez des bouchées en déclinaison, des langoustines, fenouil, caviar. Bon, là, ça nous parle. Mais on a une poularde albufera tartufi di Alba. Pardonnez-moi pour si j'ai mal prononcé, mais voilà, on a toute une saveur déjà et on est en train de voyager en Italie, enfin, on est en train de voyager dans le sud. Et puis, on a aussi à côté un autre menu qui est intéressant. On a des nems de homard. Donc là, on est plutôt sur l'utilisation d'un ingrédient qui vient d'ailleurs, hein, alors que tout à l'heure, on était plutôt sur la tournure appelée une autre langue. Et alors, au passage, j'attire votre attention sur le premier plat, pourquoi pas un potage aux pommes de terre. Je trouve que la déviation, entre guillemets, dans le menu est aussi intéressante et elle appelle l'interculturel cette fois-ci, pas entre deux cultures, mais l'interculturel dans le code culinaire qui est dans un menu de mettre en avant plutôt l'ingrédient, hein, en tout cas le nom. Et là, on a une question. Donc, c'est une dimension supplémentaire qu'on peut aussi se poser, c'est-à-dire qu'au sein de la culture, sans parler d'interculturel à l'international, mais au sein d'une culture, que ce soit de diplomate, de chef cuisinier ou d'autres professions, on a une vraie culture et celui qui sort de cette culture, il le fait soit volontairement et il accroche. Hein, on le voit bien aussi au niveau diplomatique. Hein, vous avez des présidents aujourd'hui qui vont avoir des gestes qui sont hors protocole, mais qui vont marquer en fait l'image et qui vont marquer un petit peu le discours. Et puis, allons maintenant un peu plus avant pour terminer un petit clin d'œil au sport. Dans le domaine sportif, les sportifs font beaucoup de rituels. Et 2 exemples en particulier, le domaine du judo et le domaine du rugby, où là, on a un vrai rituel d'avant-match qui peut être, on va dire, peut-être plus léger en judo, mais qui est très, très prégnant, en tout cas dans le domaine du rugby, à tel point qu'effectivement, on dit en sociologie que ça peut en avoir un impact psychologique sur l'adversaire. Donc là aussi, il y a une dimension interculturelle en sport qu'il est très intéressant d'analyser, notamment la notion de rituel, puisque là aussi, dans les métiers, on voit bien qu'il y a un rituel souvent qui est posé et qu'il faut décoder. Alors, comment décoder ces rituels? Alors là, on a pris quelques exemples très imagés, mais bien entendu, l'idéal, c'est d'aller en fait à la rencontre de ces professionnels, d'observer leur travail. Donc, idéalement, effectivement, quand ce sont par exemple des chefs cuisiniers de plusieurs nationalités, de plusieurs pays, mais ça peut être aussi dans le domaine des relations internationales, bon, c'est encore plus prégnant. Dans le domaine des affaires, ça peut être aussi de grandes entreprises qui en fait sont très internationales, ou ça peut être une entreprise, par exemple, je prends une entreprise française avec une entreprise
international et voir comment cet interculturel se formalise. Alors, pour ça, donc, c'est de partir de témoignages, de réels témoignages, d'observer. Et là, nous vous invitons à consulter le site du Français des Affaires qui recueille régulièrement des témoignages de professionnels qui travaillent dans des domaines. Là, c'est une capture d'écran d'un diplomate, mais vous avez également dans d'autres domaines, dans le domaine de la santé, des affaires, hôtellerie, tourisme, restauration. Bon, Alexandra, donc on voit bien l'importance des gestes et de la posture en négociation quand on n'est pas du même pays, de la même nationalité. Mais alors, donc, comment intégrer toute cette interculturalité dans une formation? Alors, il y a 1000 et un chemins, bien sûr, pour y parvenir. Alors, on pourrait parler même de projets pédagogiques. Je crois que dans vos institutions, selon que vous vous trouvez à l'université, en Alliance française, en Institut français, il y a sûrement déjà un projet pédagogique plus large qui peut mettre en avant le souhait de mettre en place cette interculturalité. Donc, elle peut se faire de plusieurs façons déjà au niveau du projet pédagogique. Elle peut se faire dans ce qu'on appelle aussi un plurilinguisme tel que l'entend le cadre européen commun de référence pour les langues, en vous rapprochant quand on est à l'université aussi de départements entre départements de français et autres départements de langue, et lorsqu'on est effectivement face à des professionnels, en se rapprochant bien entendu d'entreprises qui travaillent dans ces domaines-là. Alors, qu'est-ce que ça donne effectivement, Anne, concrètement, en termes d'intégration dans un programme de formation? Alors, on va commencer d'abord par voir ce que, en tout cas, les manuels en français des affaires, tourisme, hôtellerie, restauration et relations internationales proposent. Donc là, on voit bien qu'on peut avoir différents types d'entrées. Pardon, je reviens sur mon titre précédent. On peut avoir ce qu'on appelle des repères socio-professionnels. On peut avoir ce qu'on appelle des points culturels, voire on peut avoir parfois, alors c'est plus dans les anciennes méthodes, un point civilisation. Voilà, en fait, ces catégories, effectivement, renvoient souvent à de l'interculturel. Alors, on le verra en troisième partie tout à l'heure quand on parlera davantage de la classe, mais on peut déjà se poser la question, qu'est-ce qu'il est important d'intégrer dans le programme de formation? C'est une dimension culturelle. Et c'est dans cette dimension culturelle de susciter l'interculturel au travers, bien entendu, soit si vous avez des groupes hétérogènes appelant différents pays, ou soit des groupes homogènes puisque représentant le même pays, il faut trouver effectivement des astuces pour créer cet interculturel. Là, par exemple, en français des affaires, on a donc ces extraits d'objectifs express, niveau A1, A2. On a, pour partir en déplacement, comme entrée, les frais professionnels. On considère que c'est un point culturel à aborder, ainsi que les horaires de travail en France, par exemple, si les personnes sont amenées à travailler en France, ou le repas d'affaires. En l'occurrence, le repas d'affaires est un élément très, très important en négociation, en tout cas avec des Français. Prenons un autre exemple en français des affaires. C'est extrait d'Édito Pro, cette fois-ci, une méthode très récente. On a, pour identifier les besoins du client, donc là, il s'agit de vendre ses produits et services, on a un repère professionnel, une rubrique repères professionnels et socioculturels, où on a donc, pour identifier les besoins du client, ce qu'on appelle l'accroche client. Et effectivement, on pourrait être amené à en parler tout à l'heure. Il est certain que l'accroche client n'est pas du tout la même en France, ou alors en Italie, ou aux États-Unis, au Mexique, au Liban. Pardonnez-moi, je n'ai pas tous les pays en tête que vous représentez, mais voilà, tous les pays que vous représentez, il y a sûrement une façon d'accrocher le consommateur qui n'est pas forcément la même. On peut avoir aussi l'enchantement du client, là aussi, le faire rêver, ça se fait de façon différente d'un pays à l'autre. Hein. Donc, dans ce programme de formation, vous avez aussi la rubrique Monde du travail, hein, qui permet aussi d'aborder des thématiques culturelles qui peuvent générer un questionnement interculturel. Donc là, on a la tendance zéro déchet, on a l'humain V5 robot, la notion de robotisation, etc., etc.
Je poursuis en relations internationales. Cette fois-ci, il s'agit d'objectifs diplomatie 1, niveau donc A1, A2. Et on a là, alors ce qui est intéressant, c'est que on ne va pas parler ici de repères socio-professionnels, on va parler de manière de juger, de manière de travailler, de manière de téléphoner. C'est une autre entrée qui rejoint ce culturel et cet interculturel. Et là, en l'occurrence, pour cette unité 2 d'objectifs diplomatie 1, on a la notion de stéréotype. Alors, on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais effectivement, en interculturel, la particularité, c'est d'éviter de glisser effectivement vers les stéréotypes. D'où l'importance d'aller sur le terrain, observer et de partir vraiment de recueil de besoins authentiques. On a ici la notion de gestion du temps aussi qui est fondamentale en interculturel. Là aussi, on pourrait en parler tous ensemble. On a une gestion du temps qui est différente d'un pays à l'autre. Alors, toujours en relation internationale, voici un autre exemple de programme de formation. Pardonnez-moi, je reviens en arrière, qui est extrait d'affaires étrangères, niveau B1, B2. On a ici ce qu'on appelle un point culture. Et vous voyez qu'ici, il s'agit davantage de thématiques ou de méthodologie. Donc, la thématique, c'est ici la diplomatie climatique. Donc, effectivement, à l'international, il y a matière à comparer. Et il y a aussi un aspect méthodologique qui est comment débattre au Québec et en France. Il y a 2 façons de débattre, mais il y a 1001 façons de débattre, tant il y a 2 pays et 2 façons de faire. Ça aussi, on y reviendra tout à l'heure en termes d'activités, ça peut donner des activités différentes. Tourisme. Là, on a un extrait de Bon Voyage où on a là aussi un point culture qui est la relation client et une thématique qui est les patrimoines culturels. En restauration, vous voyez, alors ça, c'est une méthode pourtant qui n'est pas si ancienne que cela, mais le choix a été fait de nommer cette rubrique civilisation, qui renvoie en fait à un point culture et qui peut renvoyer à de l'interculturel. Histoire de la cuisine française, si on compare avec les cuisines d'un autre pays, on va jouer sur l'interculturel. Histoire des arts de la table, etc., etc. Mais plus que tout, dans ces contenus que nous vous avons présentés, ce sont des extraits donc, de manuels existants qui peuvent vous donner de premières informations, mais plus que tout, l'idée, c'est d'aller sur le terrain, glaner les informations. Et là, on trouve vraiment des pépites incroyables qui vont permettre de ressourcer votre programme de formation pleinement en lien avec vos apprenants, votre public. Un exemple, en santé. Il s'agit ici du Laos, d'étudiants laotiens qui viennent faire des stages en France et suite à une collecte de données, les étudiants stagiaires se rendent compte qu'en fait, ils connaissent des mots comme le mot cancer, le mot kyste, le mot tumeur, mais en réalité, entre collègues à l'hôpital, ils n'utilisent pas ces mots-là. En fait, les spécialistes, pour décrire effectivement une tumeur ou un cancer, entre eux vont dire plutôt un cochonome ou une saloperie, pardon pour le terme, merdome. Et en fait, du coup, les étudiants se sont retrouvés déroutés parce que ce n'était pas dans leur vocabulaire. Donc là, il y a tout un interculturel qui, en fait, est au quotidien. Et finalement, entre pairs. Donc, ça aussi, il est important de voir entre pairs ce qui se dit. Autre exemple. Pardon, je t'interromps. En fait, dans chaque profession, comme ça, on utilise un jargon spécifique. Oui, il y a un jargon spécifique et que les étudiants, bien sûr, ils sont plus ou moins aguerris pour l'utiliser ou le comprendre. Mais au-delà de ça, il y a aussi ce lexique qui peut être adapté dans un contexte entre pairs avec des termes qu'on n'a pas l'habitude d'enseigner parce qu'ils ne font pas partie de notre enseignement, mais auxquels ils vont être confrontés. Et du coup, ces éléments de terrain, souvent de discussions entre pairs qui d'ailleurs peut être une discussion professionnelle ou hors professionnelle. On peut prendre aussi des infirmières au moment des pauses. Les échanges qu'elles ont, effectivement, parfois, on ne va pas enseigner ce genre de choses. Or, effectivement, ça fait partie intégrante éventuellement d'un besoin pour peu, par exemple, soit des étudiants qui partent faire un stage ensuite.
Autre exemple, alors en tourisme, cette fois-ci, en restauration plus exactement, au Brésil. Donc, cet extrait en fait d'un DIFOS, Anne, tu sauras en dire plus que moi, d'une personne qui a donc fait une collecte de données dans le cadre de son DIFOS autour des menus en France et au Brésil. Et donc, elle remarque que le menu est généralement composé d'une entrée, d'un plat principal et d'un dessert, effectivement, en France, mais ça n'est pas le cas partout et ça n'est pas le cas au Brésil. Et puis qu'on a des formules buffet au kilo au Brésil et pas en France. Donc, c'est des petits détails, mais qui vont être extrêmement importants. Également, dans les recettes, elle constate que centilitres et millilitres ne sont pas utilisés forcément dans le même poids au Brésil et en France. Donc, c'est des petits détails, mais qui vont être importants dans cette approche interculturelle. Parfait, on a bien vu un panorama un petit peu dans tous les domaines. Alors, comment intégrer cette interculturalité dans les activités en classe? Bien, ce n'est pas une mince affaire, à vrai dire. Il y a mille et une façons, encore une fois, de le faire. Vous aussi, n'hésitez pas à témoigner ensuite de votre façon de faire. On va prendre, alors il y a plusieurs façons. Déjà, on peut parler effectivement en termes d'évaluation. Alors, quand il y a évaluation, il y a un fort enjeu, puisque l'évaluation, on la réussit ou on l'échoue. Donc là, il faut guider au maximum notre apprenant. Il y a la simulation. En simulation, c'est assez extraordinaire de pouvoir introduire de l'interculturel. Je dirais que c'est l'activité par excellence. Et puis, effectivement, on a plutôt des micro-activités lexicales ou syntaxiques sur lesquelles on peut travailler aussi. On va principalement parler maintenant d'évaluation et de simulation et je vous donnerai un exemple pour une activité. Alors, en évaluation, si on s'appuie par exemple sur les diplômes de français professionnel, prenons l'exemple de la gamme Relations internationales, en niveau B2, on a une activité, l'activité numéro 2, qui est de rédiger le compte-rendu d'une intervention orale. Alors, un compte-rendu, on le sait tous en termes méthodologiques. Donc là, je parle d'interculturel d'un point de vue méthodologique. On fait un compte-rendu très différemment d'un pays à l'autre. En tout cas, il y a des variations. Donc, il est important de bien guider le candidat. Ici, nous nous situons dans une évaluation. Donc, nous considérons que nous devons accompagner le candidat dans cette approche du compte-rendu. Donc, par exemple, dans cette activité du diplôme de français professionnel Relations internationales, on a une situation qui est donnée au candidat. Vous êtes chargé de mission éducative à l'ambassade de France de votre pays. Votre responsable vous demande d'assister à une table ronde sur la formation des enseignants au Bénin lors du Forum mondial de la langue française. L'invitée principale de cette table ronde est Nadia Sebi, experte technique et coordinatrice du projet IFADEM. Écoutez l'entretien et prenez des notes si vous le souhaitez. Rédigez ensuite un bref compte-rendu de cet entretien à l'intention de votre responsable et vous respecterez le plan suivant. Le plan du compte-rendu est donné, en fait, pour éviter que cet interculturel ne vienne finalement empêcher une rédaction qui finalement, c'est ça qui va être évalué. Donc là, en l'occurrence, l'interculturel est présent, il est guidé pour profiter pleinement de la production elle-même à évaluer. Donc là, c'est une façon d'intégrer l'interculturel dans une forme d'accompagnement méthodologique. Donc, voici la réponse qui doit être donnée au candidat. Prenons maintenant un autre exemple, très, très différent. En simulation, la réunion. Alors, la réunion, c'est un bon exemple parce que c'est transversal à tous les métiers. On peut avoir des réunions d'affaires, on peut avoir des réunions au sein de son département, dans son entreprise, des réunions entre pairs dans le domaine de la santé, etc. etc. Donc, on peut donner ce genre de situation aux apprenants. Vous vous retrouvez en équipe internationale, à 4 par exemple, vous vous distribuez les rôles. Un responsable d'équipe qui anime la réunion, un collaborateur rapporteur qui va faire le compte-rendu, un collaborateur qui est toujours d'accord avec les propositions et un collaborateur qui est toujours contre les propositions. L'objet de la réunion est de présenter les chiffres du produit et les actions à mener pour booster sa vente, pour augmenter les ventes. Alors, on pourra joindre, bien entendu, un document support sur le produit qu'on choisit avec des chiffres et des actions à mener. Comme ça, ça permet d'avoir un guide d'entretien
pour la réunion à animer. Quel est l'objectif derrière cette simulation? C'est bien entendu de présenter un produit. Mais l'objectif, si vous êtes avec des groupes hétérogènes représentant plusieurs pays, à ce moment-là, il peut être intéressant lors de la réunion d'attirer leur attention aussi sur la gestion du temps de parole, sur la façon de se couper les uns ou les autres. On sait qu'il y a des cultures qui sont plutôt monochrones et d'autres qui sont plutôt polychrones, qui vont faire plusieurs choses en même temps en réunion, c'est souvent très latin d'ailleurs, et d'autres qui vont être plutôt monochrones, qui vont se passer la parole. Donc, il peut être intéressant de faire observer à la fois à ceux qui vont être dans l'action, mais aussi et surtout au restant de la classe qui pourra observer ces aspects-là et qui pourra être partie prenante ensuite d'un débriefing, de pouvoir effectivement en rediscuter à la suite de la simulation. Donc, je profite de l'occasion pour rappeler, là, c'est vraiment un bel exemple de simulation. Et si vous voulez en savoir plus sur la simulation, nous avons eu un webinaire dans la saison 1 du Rendez-vous du Français des Affaires sur la simulation, où effectivement, on était dans une cabine d'avion ou chez l'ambassadeur. Et ça, c'est très bien, effectivement, pour jouer sur l'interculturalité. Merci beaucoup, Anne. Effectivement, ça vous permettra de rebondir, en fait, de refaire un lien entre les deux. Donc, voilà, on a ici l'objectif qui est effectivement d'analyser. Donc là, c'est par rapport à un groupe hétérogène. Mais si on avait un groupe homogène, on pourrait essayer aussi de voir peut-être dans le groupe s'il y a effectivement des différences d'approche et fonction aussi du programme, des macro-situations et des micro-situations que vous auriez vues précédemment pour arriver à cette simulation finale. Une autre situation, cette fois-ci, la consultation médicale. Donc là aussi, une simulation. On sait que dans le domaine médical, ce qu'il est important dans la relation entre un médecin et un patient, c'est surtout pour le patient d'être rassuré. Donc là, c'est une situation bien particulière que je vous propose. Il faut imaginer qu'on se trouve en Asie du Sud-Est. Vous enseignez par exemple en Asie du Sud-Est et vous avez donc des professionnels qui eux-mêmes sont amenés à recevoir des patients francophones. Et donc, il faut simuler l'accueil en consultation d'un patient francophone. Donc là, le rôle du professeur qui est francophone, c'est de jouer ce rôle-là. Et les apprenants, enfin l'apprenant qui le souhaite bien, va jouer le rôle du médecin généraliste. Donc, l'objet de la consultation sont les maux de ventre. La consultation dure 10 minutes, donc là, on contraint le temps. Et se résume, on donne les éléments à l'historique du patient, les antécédents familiaux, médicaux, etc., à l'histoire de la maladie, depuis quand il a mal au ventre, comment se manifestent les maux de ventre et au questionnement des symptômes, où est-ce qu'il a mal au ventre exactement, de quelle autre douleur ça peut s'accompagner, etc. Et à une première approche du traitement qui peut être proposée. Là aussi, le reste de la classe peut observer les transactions langagières, la gestion de la parole, la proxémie, la distance entre les deux personnes et la kinésique. Et là, c'est très intéressant. En tout cas, on sait que je vous donne l'exemple de l'Asie du Sud-Est, mais on sait qu'on a tout un rituel qui est très différent dans l'approche médicale. On est sur une approche très globale du corps et du traitement, alors que, par exemple, en France, on sera sur une approche beaucoup plus spécifique du traitement par rapport à des mots. Donc là aussi, la notion de prévention médicale peut être différente et de traitement d'un pays à l'autre. Et en tout cas, quand on est en simulation, tous ces aspects interculturels doivent être décortiqués en amont de la simulation, effectivement, pour avertir les étudiants qui peuvent être face à ce type de cas. Notamment, pareil, la kinésique et la proxémie la mimo-gestuelle prend beaucoup moins d'importance dans les pays en Asie du Sud-Est que dans les pays, on va dire, notamment très latins, où la mimo-gestuelle est très importante et peut aussi rassurer le patient.
Voilà ce petit tour d'horizon. Je voulais juste revenir sur l'histoire de la Réunion. J'ai oublié de vous dire, en termes d'activité de prolongation, on aurait pu proposer aussi, je vous donne un exemple d'un étudiant qui occupait un poste très, très important au sein d'une grande entreprise anglo-saxonne en France et qui m'avait dit, oh là là, moi, en réunion, j'ai beaucoup de difficultés à comprendre parce que mes collaborateurs qui sont français utilisent toujours un futur, mais ce n'est pas un futur qui est très clair pour moi. Et en fait, effectivement, il y avait un présent, un futur et un futur proche. Et souvent, les collaborateurs disaient toujours, alors ils s'entrecoupaient la parole, alors ça, pour lui, c'était très difficile à gérer cognitivement. Ils disaient, ah oui, alors on est en train de mener telle action, on va faire ci, on va faire ça, mais en fait, ils étaient plus sur ce futur proche que sur ce présent ou futur qui annonce, qui marque vraiment la décision. Et c'est là où, en fait, il y a tout un interculturel de l'implicite du langage, notamment, en tout cas en France, où quand dire c'est faire, ben non, quand dire c'est pas forcément faire tout de suite, on est en train on va faire et l'action est en train de se réaliser. Donc là aussi, on voit un interculturel et il y aurait matière à développer une activité plutôt d'ordre syntaxique autour de la réunion. Voilà. Il y aurait tant d'autres choses à dire. Oui, on peut innover encore, observer, faire émerger dans les programmes de formation et puis innover en termes d'activité. Encore une fois, il y a mille et une façons de faire. Je suis sûre que vous avez, vous, plein d'exemples et plein de questions et plein de remarques. Merci beaucoup, Alexandra. Alors, moi, j'ai une question. Moi, j'ai une question. Quand on est un enseignant en France et qu'on est dans une classe où on a de multiples nationalités, comment s'adapter à tout ce public? Oui, alors effectivement, là aussi, merci beaucoup Anne pour la question, pas évident. L'important, c'est puisqu'on a une classe que j'appelle hétérogène, en fait, qui représente plusieurs pays, plusieurs façons de faire, de voir le monde, d'ores et déjà, dès les premiers cours, il faut intégrer cette dimension. À chaque fois qu'on est dans une séance en classe, si on évoque par exemple pour les premiers niveaux se présenter son entreprise, on va le présenter à la française parce que c'est ce qu'on est en train d'apprendre pour le cours. Mais vous, dans votre pays, comment présenteriez-vous votre entreprise? Et là, tout de suite, on introduit cette dimension interculturelle et on fait prendre conscience on remet un miroir en quelque sorte sur ce qu'on est et ce sur vers quoi on va aller. Et c'est là où effectivement dans la transaction langagière qui aura lieu lorsque le professionnel sera réellement en rendez-vous et devra présenter son entreprise, il aura cette perspective qui aura déjà été ancrée dans la classe avec les autres apprenants et donc avec ses pairs professionnels. Parfait, merci Alexandra. Alors, je vais regarder le petit chat, mais tu peux peut-être arrêter ton diaporama pour qu'on puisse peut-être discuter entre pairs, justement. Alors, j'ai quelques petites remarques des uns et des autres, notamment Suzanne qui dit qu'effectivement, aux États-Unis, il ne faut absolument pas se toucher. Une autre remarque d'Elvira qui nous dit qu'aux Pays-Bas, les différences culturelles sont énormes entre les Pays-Bas et la France dans la vie professionnelle. Et alors, après, j'ai une grande question, une grande réflexion de Maria qui nous dit que tu as abordé la question de l'interculturalisme en insistant sur différentes façons de faire des divers pays. Qu'en est-il de l'interculturalisme tel qu'il est vécu dans une société multiculturelle comme la France? Qu'est-ce qu'on en intègre dans le programme de formation et comment? Est-ce qu'on devrait considérer aussi les ressemblances dans l'approche interculturelle? Effectivement, oui, c'est une belle question. Alors, multiculturalisme, voir comme en parle le cadre européen, lui va parler de pluriculturalisme. Effectivement, c'est vraiment une dimension aujourd'hui il y a un vrai désir d'intégrer cette dimension dans les programmes de formation. Donc, comment l'intégrer? Eh bien sûr, au travers des activités. Là aussi, je crois qu'il faut vraiment faire émerger comme vous l'évoquez,
certes les différences, mais aussi les ressemblances. C'est construire sur un socle commun. C'est bien ce que dit le plurilinguisme et le multilinguisme. On est sur cette base-là, effectivement, construire un socle commun et effectivement travailler sur ces différences éventuelles sans stéréotyper. D'où l'importance aussi vraiment de travailler sur le terrain sans cesse. Encore une fois, on a des manuels qui déjà ont fait ce premier travail, ce premier écrémage, entre guillemets, mais vraiment quand on est face à des professionnels ou des étudiants qui vont partir ensuite dans différentes entreprises ou à l'international, vraiment d'avoir ce travail avec le réseau des anciens étudiants pour faire émerger quels sont ces socles communs en multilinguisme et en plurilinguisme pour pouvoir construire effectivement ce multiculturalisme et ce pluriculturalisme plus largement. Vaste question. J'espère que nous avons éclairci et répondu à votre question, Maria. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres. Merci beaucoup. Merci, Maria. Merci à vous. Alors, une autre question de Suzanne. Les manuels de français pro semblent très centrés sur la France. Y a-t-il un mouvement vers les codes culturels dans d'autres pays francophones, le Québec par exemple, mais aussi et surtout les pays francophones en Afrique? Alors effectivement, c'est une vraie question. Dans les manuels, alors tout dépend encore une fois des auteurs. Effectivement, si l'auteur a cette vision plus large francophone, ça peut être intégré en pointillé ou largement. Je dirais que c'est plutôt en pointillé. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, en tout cas, de la différence entre débattre en France et au Québec. Voilà, c'est un exemple. Il y a quelques petits exemples dans les manuels, mais je dirais que là, il faut davantage se tourner vers des recherches qui ont été réalisées sur de la collecte d'informations sur le terrain, mais qui n'ont pas forcément aujourd'hui été réintégrés dans ces manuels. Après, effectivement, moi, je vous ai donné des extraits de manuels qui ont été édités en France par les maisons que l'on connaît. Il faudrait voir effectivement peut-être plus largement dans les pays francophones les manuels qui sont édités. Il est certain, je pense notamment en Belgique, en Suisse, en Afrique, je connais moins bien, mais je suis certaine qu'il doit aussi y avoir des exemples où on intègre cette dimension. Mais là encore, on le sait très bien, cette dimension interculturelle, elle est d'autant plus facile à intégrer qu'on en connaît bien et on en saisit bien le contexte. Et donc, on fait une collecte sur le terrain. C'est ça, donc le mieux vraiment, c'est d'aller sur le terrain et de voir comment ça se passe. Oui, alors pour preuve d'ailleurs, le cadre européen commun de référence pour les langues, dans sa première version des années 2000, vous savez que la compétence culturelle, on l'a souhaitait tous et elle était en filigrane dans le cadre européen. Le volume complémentaire qui est sorti récemment intègre davantage cette compétence culturelle, mais là aussi, les auteurs qui y ont travaillé, je pense notamment à Geneviève Zarat, qui travaillait à l'INALCO, effectivement, enfin, il y a des éléments, mais ça prend tellement de temps en termes de collecte et surtout, la difficulté, effectivement, c'est de se dire de ne pas tomber dans le travers des stéréotypes et donc de bien travailler sur ces socles communs et ces éventuelles différences, mais voilà, de faire en sorte qu'on est toujours sûr, en tout cas pour le professionnel, c'est en affaires remporter un marché. Donc, quelle est la meilleure façon de faire en prenant en compte cet interculturel? En santé, quelle est la meilleure façon de rassurer un patient ou en tout cas de sauver la vie de quelqu'un? Je crois qu'en fait, ce qui est fabuleux dans le domaine professionnel, c'est qu'il y a vraiment un enjeu qui peut être un enjeu de vie ou un enjeu économique très fort qui resitue un petit peu cet interculturel et la place qu'il doit prendre au sein de votre programme de formation et de vos activités en classe. Super, merci Alexandra. Alors, d'autres remarques, d'autres questions sur ce thème, sur l'interculturalité? Alors, une petite intervention de Paola. Les intervenants sont vraiment utiles pour adresser les questions interculturelles. Est-ce qu'il existe un réseau d'intervenants qui peuvent être contactés?
Pas à ma connaissance, mais on peut essayer de voir ça en interne au niveau de l'équipe pédagogique, voir si on a des réseaux, mais pas à ma connaissance. Là, je préfère vous répondre cette question et que l'on revienne vers vous avec une réponse plutôt que de dire si et voilà. Donc, c'est vraiment une thématique qui, on le sait tous, hein, qui est en vogue enfin, où il y a un travail très important depuis très longtemps. Mais c'est vrai qu'on va dire dans les dernières publications, le cadre européen le prend en compte, mais il y a encore beaucoup de travail de ce côté-là sur la collecte, hein, encore une fois, sur le terrain, pour essayer d'en extraire, au-delà de thématiques que l'on voyait tout à l'heure, des aspects de la transaction langagière. Il faudrait créer un dictionnaire de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas dans telle ou telle contrée. Ce serait formidable. Oui, ça serait formidable. Déjà, ne serait-ce qu'entre nous, on aurait échangé 1 heure de plus autour de cette thématique. Il y aurait beaucoup de choses émergeraient autour. Ouais. Ça peut être, voilà, ça peut être l'objet aussi de futurs webinaires, Anne. Très bien, très bien. On y pense, on y pense. Alors, écoutez, s'il n'y a pas d'autres remarques ou d'autres questions, nous allons nous quitter. Mais auparavant, je vous rappelle que nous pouvons nous retrouver au mois de mars, le 29 mars, si je ne m'abuse, pour un prochain rendez-vous du Français des affaires, qui sera cette fois-ci un témoignage d'un centre de langue en Algérie, qui nous parlera de sa réussite, de comment développer une offre de certification avec des partenariats. Voilà, vous en saurez beaucoup plus dans quelques jours, car nous allons bientôt mettre le formulaire d'inscription avec le petit descriptif qui va avec. Voilà. En tout cas, je vous remercie encore une fois de votre présence, de votre fidélité. Nous sommes toujours ravis de pouvoir échanger avec vous virtuellement comme ça, de se voir et de se rencontrer comme ça. Donc, nous espérons encore vous voir dans nos prochains webinaires. N'hésitez pas à nous écrire. Moi, je vous enverrai de toute façon le lien de rediffusion de ce webinaire avec peut-être quelques ressources que nous communiquera Alexandra. Voilà. Donc, je vous remercie encore une grande fois, un grand merci pour votre présence et j'espère vous retrouver le 29 mars. À bientôt. Au revoir. À bientôt et merci beaucoup. Au revoir.